Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo sympa, je sais pas si je pourrais la mettre, je viens d'y penser. En fait, ça se trouve, je dis ça et sur YouTube, vous avez pas eu la vidéo parce que j'aurais dû la couper. Parce que je sais pas, je connais pas les droits YouTube vu que j'ai jamais fait ça. Donc on verra. Si vous l'avez vu, c'était une vidéo sympa. C'est le genre de vidéo qu'on va voir de plus en plus au fur et à mesure du bull run. C'est clair et net, on va en voir pop à gauche, à droite à peu près tous les jours. Donc ça met de bonne humeur clairement. Et elle n'est pas de moi, je prends pas la fame, on va dire. Elle vient de Good Value, mais je pense même pas qu'elle vienne de lui. Je pense qu'elle vient de Native, mais en tout cas. Une vidéo très très sympa. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo quotidienne du 28 février. J'espère que vous allez bien après cette intro un peu particulière. C'est une journée intro particulière pour une journée exceptionnelle. Je pense que c'est clairement le cas, hein. C'est une journée dont je me souviendrai et je pense que vous aussi, on ira voir pourquoi. On va voir assez en profondeur qu'est-ce qui fait que cette journée est assez particulière, même si je pense que vous avez tous vu que Bitcoin a particulièrement pump. Donc Bitcoin décollage, parce que j'allais mettre Bitcoin décollage soon. En fait, c'est pas soon, c'est décollage imminent, c'est actuel. Et la question qu'on va essayer de répondre rapidement en surface, c'est est-ce que c'est possible qu'on aille taper un ATH soon avant le halving, etc. Où est-ce qu'on se situe par rapport à cette théorie et qu'est-ce que je pense faire dans le cas où on touche un ATH ou dans le cas où on ne touche pas un ATH. Donc on commence directement avec la map des cryptos où on voit, c'est rare qu'on voit le Bitcoin dans une aussi grosse bulle. Parce que les bulles sont en fonction de la variation sur 24 heures par exemple dans notre exemple, et Bitcoin c'est rare de le voir parce que généralement il fait des 1 ou 2% et rien de plus, et là on voit qu'il a 7,5%, c'est absolument énorme. Avant, genre une heure avant que je fasse ma vidéo, il était à plus 10% en daily, donc plus 10% sur Bitcoin, je sais pas si on se rend compte, c'est absolument gigantesque. Et sur les autres altcoins, sur les autres cryptos, ça bouge pas tant que ça. On a quelques cryptos qui font quand même des très bonnes performances, mais là on sent vraiment que c'est Bitcoin qui prend la liquidité et ça se voit sur les graphiques. On va aller voir des graphiques, ça se sent clairement. Et comme d'habitude, hein, vous le savez, mais tous les jours on en parle, c'est les volumes parce que c'est très important pour la santé d'un actif tout simplement. Et on voit les volumes sur 24 heures. Vu que nous on les regarde tous les jours, bah là je vous le dis, moi je n'ai jamais vu ça de ma vie. Et je ne sais pas s'il y a déjà eu des volumes aussi hauts, sans doute en plein pic de bull run, machin, etc. Mais c'est clairement exceptionnel. Même pendant les grandes catastrophes, il n'y avait pas des aussi hauts volumes. Même dans les meilleures journées, il n'y avait pas des aussi hauts volumes. Là, vraiment, on commence à entrer dans une autre cour. Et ce dont j'ai pensé aussi, ce à quoi j'ai pensé, c'est que simplement, en fait, je me suis dit, plus 7% sur le BTC, on était genre à, je sais pas moi, 1 milliard. On a pris combien de market cap en fait? Parce que je sais que le record dans la bourse de market cap gagné en une seule journée, bah, c'est Nvidia qui a fait une excellente journée il y a quelques jours là, qui a pris genre plus de 200 milliards il me semble de market cap, de capitalisation boursière, mais là BTC va commencer à ne pas être loin, hein. C'est très possible que pendant ce bull run là, on ait une journée où BTC imprime un plus 15% et qu'il imprime un changement de market cap qui soit plus gros que le dernier record précédent en bourse. Donc ça va quand même être intéressant à voir. Et donc voilà, on a 30 milliards sur Ethereum, 70 milliards sur BTC, encore une fois, c'est jamais vu. Déjà hier, la dernière quotidienne, c'était 50 milliards, c'était déjà énormissime, hein. Moi c'était le plus haut que j'avais vu, c'était déjà très très haut, c'était déjà extrêmement rare. Là on est en train d'écraser ces volumes-là, et aussi sur Tether, on a 100 milliards de volume, donc c'est absolument gigantesque. Donc ça, c'est rien que ça fait déjà une journée qui va être mémorable. Le graphique de BTC qui va vraiment être magnifique, et c'est rare qu'on ait encore une fois une volatilité aussi puissante que celle-là. On passe rapidement sur les news, et ensuite je vais vous passer pas mal de graphiques qui vont être particulièrement tournés sur BTC. Vous savez, mais généralement à chaque fois moi je passe plutôt les altcoins parce que c'est des cryptos que moi j'ai en portefeuille et du coup qu'on suit. Mais là, tellement la journée voilà, elle est particulière, c'est surtout BTC qui prend le devant de la scène, et du coup on va rester autour de Bitcoin pour étudier ce qui se passe un peu sur le marché. Donc première info très intéressante, on a Mounir. Mounir qui est, si vous ne le connaissez pas, le cofondateur de Finari. Finari, si vous avez des actifs dans la finance traditionnelle, je vous encourage à aller télécharger l'application. Franchement, c'est une bonne application pour traquer son patrimoine. C'est plus adapté à la finance traditionnelle, des ETF, la bourse, etc. Pourquoi pas l'immobilier, plutôt qu'au crypto. Comparé au crypto, par exemple, moi j'utilise Delta, qui est quand même extrêmement bien. Ils ont beaucoup de crypto, si ce n'est toutes. Donc ça, ce tweet, il montre un graphique où on voit les inflows et les outflows de both, des ETF Bitcoin et des ETF Gold. Et est-ce que c'est directement lié? Franchement, je ne pense pas, comme il le dit ici. Je pense que c'est trop rapide de dire que ouais, les ETF Gold sont en vente et tout l'argent il va tout de suite dans les ETF Bitcoin, mais il y a quand même cette différence où on a clairement de l'outflow sur les ETF Gold, donc c'est-à-dire que les gens vendent de l'or, et on a un inflow de dingue sur les ETF Bitcoin. Donc au moins ça nous donne la légitimité de nous poser la question, est-ce que le Bitcoin va finir, parce que ça met quand même un peu de temps, ça fait 15 ans, mais est-ce que le Bitcoin va vraiment finir par remplir
sa fonction qui est de devenir une réserve de valeur sur le long terme digital, etc. Parce que pour l'instant, ce n'était pas le cas. Tu ne pouvais pas stocker de la valeur sur un actif qui fait des fois 10, moins 80% tous les 2-3 ans. Est-ce qu'avec les ETF qui arrivent, avec ce gros bull run qui nous attend, on passerait pas à l'étape, maintenant on joue dans la cour des grands, et maintenant le Bitcoin, voilà, il sert à ce pourquoi il a été créé, c'est-à-dire être stable, entre guillemets, et réserver de la valeur. Honnêtement, c'est possible, et je pense qu'on on en saura plus dans 1 ou 2 ans, clairement. Deuxième tweet intéressant, c'est Dred Bongo, qui est un OG de Bitcoin, un OG de Tao aussi, mais c'est une info publique, hein. Mais on a Foundry. Foundry, c'est... Attends, hop là, voilà. Ici, Foundry, c'est tout simplement les plus gros mineurs de Bitcoin au monde. On voit ici, hein, on a un camembert de toutes les plus grosses pools de mineurs de Bitcoin. Et on voit que Foundry USA sont la plus gros depuis tout le temps, hein, il me semble, ça fait très longtemps qu'ils sont devant. Donc c'est eux qui minent le plus de Bitcoin au monde, c'est une très grosse entreprise. La société mère, c'est, je l'ai plus, Digital Currency, DCG, Digital Currency Group, c'est aussi des venture capital, etc. Ils sont validateurs et mineurs sur Bitensor, et ils viennent d'annoncer ils viennent d'ouvrir un subnet, donc le subnet 28, c'est eux derrière. Donc quand je dis eux, là c'est, encore une fois, on rentre dans une autre cour sur Bitensor, c'est plus un mec en calbar dans sa chambre, là c'est une grosse entreprise qui vaut des milliards de dollars, qui gère des milliards de dollars. C'est des pros, c'est vraiment des gens, des grandes gens. C'est vraiment des grandes gens qui arrivent sur Bitensor et qui vont à Subnet. Le but de Subnet, ça va être de motiver les mineurs à prédire avec précision les futurs prix du S&P 500. Il existe déjà un Subnet comme ça pour prédire le prix du Bitcoin, et ils le font avec le prix du S&P 500. Donc pourquoi pas pendant le bull run avoir les performances. C'est sûr que si il devient très performant, il va attirer beaucoup d'investisseurs. Et ce subnet-là prendra beaucoup d'émissions. Donc ça, très bonne nouvelle, simplement parce que de gros joueurs arrivent sur la blockchain Bitensor. Ensuite, on a Lamsito qui colle généralement les plus petites caps, qui dit il n'y a pas un seul trader qui avait anticipé ça, from 40K to 60K en février. Et je pense que c'est vrai, hein, parce que regardez tout à l'heure, on ira voir les graphiques, mais on était aux alentours des 64 000 $. C'est énormissime, à 10% près, on allait taper la TH. Je pense qu'il y avait extrêmement peu de personnes qui avaient prédit ça. Et c'est pour ça que moi je vous dis, il faut être investi. C'est là où moi je trouve la plus-value dans le fait d'être très souvent et lourdement investi dans le marché. Parce que personne, je vous dis, personne n'avait prévu une aussi grosse impulsion du Bitcoin. Mais le fait d'être fortement investi dans le marché, donc à 85, 90, 95%, 100% pour ma part, bah, je profite de cette grosse impulsion haussière. Et si on est bullish sur le très long terme sur les cryptos, il y aura plus de journées comme ça qu'il y aura de journées où on se tape à moins 15, moins 20%, tu vois. Et donc c'est parce qu'on est incapable de prédire ce genre de mouvement un mois à l'avance, qui est pour moi, il est fondamental à l'aube du plus grand bull run de l'histoire possiblement, d'être investi massivement sur le marché des cryptos. Ok, parce que là les mecs, par exemple Lil Capo, je vous en ai déjà parlé, mais c'est un très gros influenceur US, etc. Est-ce que je voulais passer en un, j'avais une news à vous passer, mais bon non. Il a annoncé il y a une semaine qu'il a vendu toutes ses positions. Alors que le mec, il est sans doute millionnaire, etc. Mais il y a 1 million de personnes qui le suivent sur Twitter pour ses analyses, etc. Il y a malheureusement des mecs qui l'ont suivi à tout vendre il y a une semaine, mais quelle idée, tu vois. Et le mec, il assume, etc. Donc franchement, c'est terrible, et j'espère que ce n'est pas votre cas, mais je pense que ce n'est pas votre cas. Ensuite, on a Alconis qui nous dit un tweet qui est aussi vrai. On a un BTC qui commence à devenir un peu plus âgé, qui sort de sa phase d'adolescence, plus une... Ah, ça c'est un peu faux, mais bon. Plus, ça c'est ça le plus important. Une information, l'asymétrie de l'information qui diminue. L'asymétrie de l'information, si ça vous intéresse, j'en ai parlé dans ma vidéo C'est quoi un bull run. C'est simplement le fait de dire que le marché des crypto-monnaies n'est pas efficient. En revanche, le marché de la bourse est efficient. C'est quoi l'efficience d'un marché? Par exemple, le marché de la bourse, tout le monde connaît la bourse. Une grande majorité des gens connaissent la bourse. Et par exemple, tout le monde connaît Apple. Tout le monde sait qu'Apple vend des téléphones et des AirPods Max, tu vois. Donc tous ceux qui ont déjà voulu investir sur Apple, ils ont investi sur Apple. Donc Apple, le stock price d'Apple, ok, la valeur d'une action Apple est à sa fair value. Elle a sa valeur de marché, et c'est sa vraie valeur intrinsèque, parce que le marché est... je viens de dire le mot, le marché, bon bref, le marché est efficient, voilà. En revanche, il y a des gens qui aimeraient bien investir dans le Bitcoin, mais qui n'ont pas investi dans le Bitcoin. Pourquoi? Simplement parce qu'ils ne sont pas informés, ils ne savent pas ce que c'est le Bitcoin. Et plus on va en parler, plus l'information qui est asymétrique, c'est ce que ça veut dire, c'est-à-dire que vous et moi, on sait ce que c'est le Bitcoin, on sait ce que c'est une cyclicité, on sait c'est quoi une crypto, etc. Le jour où plus de 50% des acteurs sur le marché sauront c'est quoi le halving, le bull run, une cyclicité et toutes les cryptos, et on aura perdu ce edge, on aura perdu l'avantage qu'on a, et de facto, on fera des moins bonnes performances. D'où l'intérêt de vraiment aujourd'hui travailler comme des porcs, faire les meilleures performances possibles, tant qu'il y a cette asymétrie de l'information, pour vraiment simplement gagner plus d'argent,
lorsque cette opportunité va nous passer sous le nez, parce qu'à bout d'un moment, c'est sûr que ça va pas durer 30 ans, hein, les gars. Ça, c'est vraiment une opportunité générationnelle. Et dans quelques années, peut-être 5, 10, je ne sais pas, mais il y a un moment où on aura plus cette edge et on va devenir comme tout le monde à passionner pour du 10% par an. Voilà. Et là, on a encore une fois un graphique qui nous parle du FOMO des baby boomers. Et ça aussi, c'est très vrai. Et c'est ce qu'a permis l'arrivée des ETF. Donc, les ETF, c'était un événement extrêmement bullish. Tout le monde le savait, etc. Mais pourquoi c'était bullish? Parce que ici, on voit le net worth. Donc, c'est la fortune personnelle moyenne en fonction des catégories d'âge. Pardon. Donc, on voit très bien en dessous de 35, on est ici. Les plus riches, ce sont ceux qui sont en fin de vie active. Donc, pas fin de vie, hein, entre 55 ans et 75 ans, on voit qu'ils sont à 1,5 million, 1,7 million, etc. C'est eux qui ont beaucoup d'argent. Donc eux, est-ce que vous les voyez, eux, s'ouvrir un compte sur TradeOrg pour acheter du Cubic, ou aller se taper des exchanges, faire du 2FA pour aller acheter du Bitcoin, de l'ETH? Franchement, pas du tout. Eux, comment ça fonctionne? J'ai l'occasion d'en parler avec des gens comme ça. Eux, ils appellent une fois tous les 4 mois leur conseiller financier. Ouais, Pélo, on a combien de pourcents? Qu'est-ce que tu veux faire dans notre placement, etc. Et franchement, ils s'en foutent. Et ils sont aux îles et voilà, ils profitent de leur retraite. Donc, grâce aux ETF, maintenant, eux, leur conseiller financier va leur dire, ok, maintenant, viens, on met 1,5% en Bitcoin. Tu sais pas ce que c'est, je sais pas ce que c'est, mais ça performe bien et tous mes voisins, ils font ça. Et donc, en faisant ça, parce que là, on jouait contre nous, hein, on a tous moins de 35 ans ou 40 ans, tu vois. Mais la majorité des gens qui sont dans la crypto depuis 10 ans, ils sont dans cette catégorie-là. Donc lorsque tous ces gens-là, ils vont mettre un peu d'argent dans le Bitcoin, et ben là, on va vraiment avoir des mouvements qui vont être beaucoup plus gros. Et c'est pour ça, selon moi, qu'on voit vraiment des volumes qui sont vraiment très gros. Parce qu'il y a les institutionnels qui sont entrés. Qui dit institutionnel dit les gens qui ont de l'argent. Pas vous et moi. Nous, vous et moi, on n'a pas d'argent au jeu d'un marché financier. Ok. Donc encore une fois, ça c'est quoi ma conclusion? Parce que je parle pour dire des trucs, mais c'est quoi ma conclusion de ce fait? C'est que je suis très bullish. Parce que ces gens-là sont comme nous. Tout le monde a de l'émotion. Même les professionnels, ils ressentent de l'émotion. Il y a du FOMO. Et aujourd'hui, il y a clairement eu du FOMO. Et sauf que faire du FOMO avec si peu de fortune, c'est pas pareil que faire du FOMO avec autant de fortune. Tu me suis? Donc la conclusion, c'est que je suis très bullish pour le futur. Et c'est une des raisons de pourquoi je pense que le cycle aussi qui nous attend va être tout simplement astronomique. Okay. Ici, on a un graphique qui nous montre la total market cap sans le Bitcoin, donc il y a ETH aussi qui est dedans. Une bougie est égale 2 semaines et on voit qu'on a une golden cross qui est en train de se former. Après, je suis allé chercher sur mes propres graphiques, je l'ai mis en 1 semaine, j'ai préféré. Mais la dernière fois que c'était arrivé, c'était en 2016, on était juste ici et ensuite on a connu une season de dingue. C'était la naissance de ETH. La dernière fois que c'est arrivé, c'était pendant le bull run dernier, où les altcoins ont quand même vraiment surperformé le BTC. Ça, c'est très intéressant, je le passe pas souvent parce que je trouve que c'est un peu con, les gens qui le passent tous les jours, ça change pas tant que ça, moi, je suis pas archi fan de l'indicateur, mais le passer quand même tous les 2-3 mois, peut-être tous les mois ou tous les 1 ou 2 mois, ça me semble vraiment pas débile. C'est simplement le Fear and Greed Index. Si vous ne l'avez jamais vu, il porte bien son nom. C'est simplement un indice entre 0 et 100 qui va nous dire si on est en peur, en extrême peur, en peur, en neutre, en grid. Donc en grid, c'est t'es greedy, putain, bon, t'es greedy, tout le monde sait ce que ça veut dire, voilà. T'es greedy en extrême grid, et c'est quand même très rare qu'on le voit en extrême grid. Généralement, moi quand je suis entré, il était en extrême fear, donc c'est pas extrêmement volatile comme indicateur, mais là c'est quand même un indicateur qui nous annonce quand même qu'on a un extrême grid avant le bull run. C'est pas idéal, et ça semble être annonciateur d'un retournement de tendance. Okay. On se retrouve même sur les choses intéressantes, le BTC en daily. Donc là, ça bouge énormément. On a 59 000 $. Avant de me faire ma vidéo, on est à 64 000 $. Je prends ma douche, je reviens, on est à 60 000 $. On a perdu 4 000 $ en une demi-heure. Pourquoi? Je vais vous le montrer. Hop là. Donc là, je suis en 15 minutes, donc là, ça fait 15, 30, 45, 1 heure, 1h15. On a perdu 7%, 6% sur BTC en 1h15, c'est vraiment beaucoup. Est-ce qu'on est en train de liquider les longues, etc. Moi, je pense que les longues sont beaucoup plus bas. Donc, si on veut vraiment aller retracer, liquider les longues, il va falloir redescendre beaucoup plus bas au niveau des 55-50 000 $. J'ai pas regardé on-chain, mais les liquidés sont certainement vers là-bas parce que on les a jamais chassés depuis qu'ils se sont installés. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Il y a eu une grosse vente au marché, une sorte de manipulation. Moi, je pense, c'est ma théorie, mais que c'est lié à ça. C'est simplement la paire BTC contre euro. Et donc, la paire principale, c'est BTC USD, mais si on compare maintenant BTC euro, on a la variation de BTC qui compte, la variation de l'euro et aussi la variation du dollar, parce qu'il y a l'euro-dollar un peu entre les deux, et on voit que sur le BTC euro, on était vraiment, mais vraiment pas loin de la TH,
et est-ce que c'est pas, ça n'a pas simplement représenté une grosse résistance, et on a eu des ordres de vente assez massifs dès qu'on est revenu aux alentours de l'ATH. Clairement, c'est une des raisons possibles selon moi de ce gros retracement, parce que perdre 6% en une heure, c'est quand même très fort, et j'ai l'impression de regarder ce que je disais sur le groupe Telegram, mais j'ai l'impression de regarder un shitcoin, enfin regardez cette mèche sur BTC, c'est vraiment pas normal, c'est vraiment rare. Et je pense que dans une heure, le prix ne sera pas le même, qu'on soit à 56 ou à 62, je sais pas, mais là, en tout cas, c'est extrêmement volatile. Et encore une fois, on revient à la même, ah bah voilà, on passe la barre des 70$, mais ça s'explique par ces volumes qui sont astronomiques. Donc voilà pour BTC. Après, qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous le passer en weekly quand même, parce que c'est intéressant de prendre un peu plus de hauteur pour regarder, parce que la question de la vidéo, c'est est-ce qu'on va taper un ATH soon? Donc là, j'ai tracé tout à l'heure, parce qu'on n'est jamais allé dans des zones de prix aussi hautes, mais j'ai tracé la toute dernière résistance qui nous restait avant l'ATH, et on voit que la mèche s'est faite bien ravaler par cette jolie résistance. Mais une fois qu'on passe ça, il n'y a plus rien en fait. Une fois qu'on passe cette barre des 62 000 et qu'on s'y installe clairement, la prochaine barrière, ça va être l'ATH, le niveau des 69 000. En vrai, c'est possible qu'on fasse un double top. Ça va pas être facile de passer confortablement les 69 000. C'est juste mon opinion. Je pense qu'il y a beaucoup d'ordres de vente, des gens qui sont rentrés tard dans le marché qui ont envie de revendre ici. Je pense que c'est pas facile de passer l'ATH. Bon, maintenant, ah oui, j'avais trouvé une ressemblance aussi sur le graphique. Ça m'avait rappelé où est-ce qu'on était. Ça m'avait rappelé 2019, lorsqu'on était à peu près ici. Donc là, on est en weekly. On voit que regardez comment à quel point ça monte vite. Ça me fait penser un peu en 2019 à ici, parce que le seul truc qui me dérange, c'est que lorsqu'en 2019, bah là c'était la toute fin du bear market. Alors sauf que là, on est quelques mois avant le halving. Donc là, c'était un an avant le halving. Donc en termes de temporalité, vous savez que moi j'aime beaucoup bien parler de temporalité, on se situe plus vers ici. Donc typiquement la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit bon ok, maintenant je m'attends à toute cette zone de PS et de retracement, parce que ça c'était le Covid, mais je m'attends quand même à avoir voilà, 30 semaines de baisse, donc c'est quasiment 6, 7, 8 mois. En fait, je me suis dit, mais 6, 7, 8 mois, avec la ligne, non, ça va pas arriver en fait. Donc, comme tout le monde en réalité, je m'attends à un retracement. Est-ce que on va reprendre une time frame encore plus haute, mais qui est quand même très importante? Simplement la charte en monthly. Alors, la charte en monthly, elle est un peu spéciale, parce que en monthly, à chaque fois, récemment, à chaque fois qu'on a dépassé le RSI à 70, on a explosé. Ok, on l'a vu ici. Et là, c'était tout début du bull market, et on a explosé. La deuxième fois, on a dépassé le RSI monthly à 70, c'était pareil ici, on a connu 6 mois de folie avec le deuxième top. Là, on est en train de passer à 70, donc ça annonce des prochains mois qui vont être très bullish. Cet indicateur-là nous dit ça va péter. En revanche, on voit que ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois, et regardez cette bougie de février, comment elle est gigantesque. Franchement, c'est... Je me répète cette vidéo, mais c'est 50% un mois, ça arrive très rarement, les gars. Donc c'est bravo déjà, mais c'est quand même surprenant. Le fait d'avoir 6 bougies monthly dans le vert comme ça, c'était arrivé c'était arrivé quand tout bull run, quoi. Donc ça me dit vraiment, les armes ne montent pas au ciel. Ça, c'est une règle à savoir d'investissement. Rien ne monte au ciel. Même dans les montées, il y a des retracements. Et lorsqu'on met en monthly, pour l'instant, on n'a pas eu de retracement. J'aimerais bien avoir 1 ou 2 mois où on vient se taper le 48 000 $ et ensuite on prend un peu plus de mou pour repartir ensuite. Mais ça, on va voir ce que seul l'avenir nous le dira. Allez, assez parlé de Bitcoin seulement. On passe sur Total Market Cap, donc Total 2. Et on voit, qu'est-ce qu'on voit? On voit une Golden Cross. Ici, bah, c'est la news que je vous ai passée sur Twitter. On a la Golden Cross ici, donc là, on est en weekly. La dernière fois que ça s'est passé, on était ici. Donc on voit qu'après, dès que c'est arrivé, sur les altcoins, on a connu une période de dingue pendant 42 semaines, quasiment un an, on a quand même connu une expansion de dingue. Et la première fois que ça s'est passé, mais ça c'était avec ETH, il y avait moins de data, c'est moins précis comme analyse, mais pareil, c'était à l'aube d'une alt-season de dingue. Et en tout cas, moi je me force à me répéter, mais le gros des gains n'est pas encore arrivé pour les gens qui ont des wallets comme moi. Moi je suis passé que sur les altcoins. Là, le BTC il nous fait des performances de dingue un jour ou l'autre. Pour l'instant, on a rien connu d'une alt-season. Une alt-season, c'est quand tout prend 20-25%, même les projets foireux, etc. Pour l'instant, c'est pas encore arrivé. Et même si on est bien monté, moi je pense qu'on va aller bien plus haut de cet ATH. Il y a une Golden Cross, donc ça me conforte dans l'idée, dans la composition de mon portefeuille. Okay, pareil, deuxième graphique qui va à peu près dans ce sens. C'est quoi? C'est la Bitcoin dominance. Donc ça, elle est en weekly, c'est très long time frame. Et on voit qu'on avait cassé ce range, hein, je me souviens ici, mais je faisais pas de vidéo, mais je me souviens du moment où on l'avait cassé. Moi, je n'y croyais absolument pas. J'attendais une alt season à ce moment-là, qu'on passe ici et qu'on se fasse rejeter pour aller sur le prochain support. Mais au final, non, j'ai eu tort. Donc, la Bitcoin dominance, avec la semaine qu'on a sur le BTC, on voit qu'on s'est fait supporter sur cette trendline haussière que j'ai depuis assez longtemps inscrite dessus. Et là, selon ce graphique-là,
c'est le moment où on se fait rejeter sur le Bitcoin dominance. Donc pour que la Bitcoin dominance baisse, il faut que soit le Bitcoin baisse plus que les altcoins, ou soit le Bitcoin se stabilise et en gros range et les altcoins pump, pardon. Et moi, ça va être mon scénario favori et je vais vous expliquer ce que je compte faire dans ce scénario-là. Putain, il est déjà 19h30. Oh, je suis en retard. Là, bon, ça c'est du live, mais à cette heure-ci, je dois être à Paris. Et clairement, je n'y suis pas. Et donc ça, pareil, ça c'est le graphique que je vous ai passé hier, c'est ETH BTC. Je sais pas si vous vous souvenez, mais on en avait parlé. On était pendant cette bougie verte, on disait que ETH superfermait super bien Bitcoin, et vous voyez à quel point l'analyse graphique c'est puissant, parce que dès qu'on est venu toucher cette trendline, cette résistance, et ben on s'est fait rejeter tout de suite avec le Bitcoin qui a re-superfermé. Moi, comment je vois les choses, hein, c'était le graphique que j'avais fait pendant la dernière vidéo, du coup je vais le laisser, c'était compresser un peu la volatilité, et ensuite vraiment libérer Ethereum et tous les altcoins, et pour vraiment péter par la suite. Donc sur le court moyen terme, moi ce que je vois c'est une légère mini-season, peut-être de quelques semaines, ça suffira. Comme on a eu un peu en octobre-novembre, où on a les altcoins qui vont un peu péter, qui vont un peu rattraper BTC. Et dans ce cas-là, moi je vais vendre, dans le cas où on breakout ça par exemple à la baisse et qu'on vient vers ici, je vais vendre 5 à 10% de toutes mes positions afin d'avoir un petit peu de liquidité. Et dans le cas où BTC il retourne au niveau des 40 000, 45 000 dollars, là j'aurai pas mal de dollars pour réinjecter et racheter les projets que j'aime bien ou alors m'initier des lignes. Donc c'est le plan. Et pour répondre à la question de la vidéo, est-ce que je pense à un ATH avant le halving? Franchement, je dirais une chance sur deux. Parce que là, on est vraiment pas loin, les gars. On est à 10-15%. On vient de faire 50% dans le mois ou dans la semaine, je sais plus. Mais on est vraiment plus loin du tout. Donc je dirais il y a une chance sur deux qu'on tape un ATH avant le halving. Et après, je vous en ai déjà parlé. Hein, mais dans le cas où ça se fait, ça va dérégler le marché. Il faudra être vif, il faudra être sage parce qu'on va perdre nos repères par rapport aux data qu'on a par rapport au cycle précédent. Donc voici tout ce que je voulais vous passer. Après Tao, il ne se passe pas grand chose. Encore une fois, là, c'est BTC qui prend toute l'action. Tao, il ne se passe rien. Clairement, en tout cas, moi, pour prendre des profits, sécuriser un peu stablecoin, j'aimerais bien, vu que Tao c'est ma première ligne, j'aimerais bien que Tao pousse un peu entre 800 et 1000 dollars. Mais là, ce n'est pas basé sur une analyse graphique, c'est basé simplement sur une envie. Donc je me rends bien compte que je n'ai aucune idée de si elle arrive, que si ce scénario va arriver ou pas. Écoutez, ça fait 22 minutes. J'espère avoir été assez concis, assez clair. C'est un peu plus long que d'habitude, mais franchement, la journée le méritait clairement. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la vidéo du jour. Je vous dis ciao ciao.